Je voudrais simplement rappeler effectivement que j'étais présent le 14 septembre, mais le 13, la veille, vous avez déposé dans les casiers des députés, des 577 députés, votre livre, le livre 418 milliards. La veille du 13, vous avez distribué également au Sénat le livre de 418 milliards. Nous avons des députés le 13 qui sont venus vous voir. Aujourd'hui, avant de vous poser la question directe par rapport à la communauté locale, je trouve aberrant de voir des députés, parce qu'on était devant l'Assemblée nationale. Moi, je citerai par exemple des noms comme Madame Panot, Monsieur Bompard, qui est à Marseille, qui ne devait pas venir, mais qui a fait un passage rapide parce qu'il était pressé, il avait quelque chose d'urgent à l'Assemblée nationale, mais il n'avait que peu de soucis pour les 418 milliards. Aujourd'hui, il a d'autres préoccupations. Alors aujourd'hui, la question que je vous pose, Martine, elle est simple. Comment impliquez-vous la communauté locale dans votre lutte contre la grande distribution et quels sont les avantages de cette implication que vous avez? Vous parlez de Merci la... pour votre réponse. Oui, merci Gérard. Vous parlez de la communauté des commerçants, des citoyens, Tout à fait, hein, parce que vous avez vu que c'est assez compliqué d'avoir la communauté politique. bien sûr. Alors, Oui. donc, eh bien, nous, à chaque fois, nous, c'est nous qui devons aller vers les commerçants pour les informer de ce qui va arriver sur la commune, hein, puisque bien souvent, ils ne sont pas au courant pour dénoncer. Et nous, on est là aussi pour leur dénoncer les malversations des dossiers. Parce que jusqu'à preuve du contraire, comment ça s'appelle, depuis qu'on fait de l'urbanisme commercial, nous, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans tous les dossiers, il y a des fraudes, puisque aujourd'hui, s'ils devaient respecter la réglementation du plan local d'urbanisme, s'ils devaient respecter les droits fondamentaux, ils ne pourraient pas avoir d'autorisation. Donc, ils sont obligés de tricher. Ils trichent dans les enquêtes, dans les études d'impact, enfin bref. Donc, voilà, donc on va vers comment s'impliquer vers la communauté. Donc, c'est nous qui allons vers eux pour dénoncer les malversations des dossiers. Et après, avec eux, s'ils sont d'accord, on réalise les recours avec leur contribution et les informations sur le terrain, parce que bien souvent, ils sont au courant de ce qui se passe sur le terrain. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, on informe la presse et parfois l'opposition. Alors, les élus de l'opposition rentrent en contact avec nous, mais bien souvent, ils sont pieds et mains liés parce que de toute manière, ils sont À la pieds et mains parole. liés par rapport aux droits, puisque eux aussi ne peuvent pas rentrer dans les recours parce que nous, nos recours ne sont faits que sur l'autorisation d'exploitation commerciale. Ils ne sont pas faits sur les permis de construire. Donc, nous, la difficulté, c'est que nous ne pouvons pas rentrer dans les procédures de permis de construire. Pareil, eux, ils ne peuvent pas rentrer dans les procédures d'équipement commercial qui est réservé qu'aux commerçants. Donc, les avantages de cette implication, ben, on fait comme le petit poussin, hein, on cerne l'information, on réveille les citoyens, on démontre que depuis des décennies, après la Constitution de 1958, mais nous ne sommes plus dans une république indivisible, puisque les gouvernements successifs ont divisé la France en deux groupes, ceux qui passent outre la loi pour s'enrichir illégalement en bande organisée, hein, je l'ai déjà dit, et ceux qui sont soumis à la loi, vous savez, on n'est pas soumis comme dans le temps à la question, mais nous, on est soumis à la loi pour être dépouillés par les premiers, les fraudeurs. Donc, les personnes qui ont lutté, donc c'est pour ça où on en est avec la communauté locale, donc les personnes qui ont lutté, ben maintenant, eux, ils sont totalement au courant comment le système fonctionne et ils deviennent plus attentifs et plus réactifs à ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'on a, si vous voulez, on les a connectés à la réalité du terrain. Alors, quels sont les avantages? Ben voilà, les avantages, c'est qu'on a aujourd'hui un commerçant avec qui on a travaillé sur l'équipement commercial. Il ne voit plus les élus de la même manière ou comment il considérait les élus avant qu'on ait fait les recours, avant qu'on ait travaillé avec eux. Merci.
Merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre. Vous travaillez donc principalement sur la PACA. Donc, votre association travaille sur la PACA. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres associations sur d'autres départements, d'autres communes qui rencontrent les mêmes problématiques? Est-ce que vous travaillez en synergie, toutes ces associations? Vous avez mis des collaborations en place, éventuellement, je ne sais pas, pour essayer de vous aider au maximum et de faire avancer les choses, bien évidemment. Oui, merci Véronique. Ben oui, on a créé des liens. Alors, c'est certes, on s'est investi en premier sur notre département, hein, puisque nous, on a été victime avec Vitrolles, on a eu des gros dossiers sur Marignane. Mais après, les gens, comme nous avons fait beaucoup de, comment ça s'appelle, à l'époque, on a eu la chance, on a des journalistes de Radio Bleu qui nous ont fait de la communication et c'était diffusé justement sur toute la région. Donc, on a eu des dossiers dans le Var, on a eu des dossiers sur Nice. Comme ils savaient qu'on se battait sur l'ouverture du dimanche, c'est les gens de Nice qui sont venus à nous parce ils ont eu aussi des problèmes avec les centres commerciaux de Nice qui se mettaient à ouvrir le dimanche. Donc, c'est comme ça que nos liens se sont faits. C'était grâce à la presse parce que nous, on n'avait pas les moyens, hein, tous les deux, on n'avait pas les moyens d'aller voir tous les commerçants, les artisans, ça, c'est pas possible. Donc, la presse a été un très gros support. Donc, on a eu des liens comme ça, avec les associations. Alors, les syndicats, moins, parce que les Mhm. syndicats, ils s'occupent que de leur branche. Et ils sont corporatistes, malheureusement. Ils sont vraiment. Moi, un boulanger, je ne m'occupe pas de ce qui se passe chez le boucher, je ne m'occupe pas de ce qui se passe chez le poissonnier. C'est bien dommage. Mm. C'est très, très, très dommage. Ouais. Maintenant, un peu moins parce qu'ils voient que tout le monde est mis à la même enseigne. Donc, Oui. mais Il quand y a une même, prise de il y a conscience une prise plus de importante. conscience. Alors, donc, après, ce qu'on a eu, c'est qu'on a travaillé sur des très gros dossiers. Donc, on a travaillé sur des dossiers de 1500 mètres carrés, 2000 mètres, 3000 mètres carrés, mais après, on a eu vraiment des gros dossiers de 18 000 mètres carrés et qui avaient un Mm. impact, parce que quand on parle de 18 000 mètres carrés, on parle de surface de vente. Donc, c'est automatiquement 95 000 mètres carrés ou 100 000 mètres carrés de terre agricole ou autre. Donc là, on a été aussi beaucoup sollicité par les associations de l'environnement, parce qu'avec leur histoire, que les uns, on peut attaquer ci et l'autre, on peut diviser pour mieux régner, hein, c'est ça. Ah, Hein. c'est ça. Ce qu'on pouvait, nous, attaquer sur l'urbanisme commercial, eux ne pouvaient pas le faire. Et nous, on ne pouvait pas attaquer sur la détérioration des terres agricoles, alors que les associations de l'environnement pouvaient le faire. OK. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup Travailler en travaillé. partenariat. On a travaillé en partenariat. Nous, on a défendu l'urbanisme commercial quand eux, ils défendaient les terres. Et de là, on est parti sur toute la France. On Mm. est parti on a eu des dossiers sur 57 départements. Donc, on ne peut plus nous dire aujourd'hui, c'est un problème de la région PACA. Nous, on a défini que c'est un projet, c'est un problème national. Et quand vous voyez que de toute manière, il n'y a plus que 6 groupes, Mm. ça veut dire que de toute manière, c'est le même système. C'est les 6 groupes qui vont faire des implantations, aussi bien dans le 29, aussi bien dans le 30, dans le 31, et c'est les mêmes méthodes. C'est pour ça que le souci qu'on a, alors, les grosses associations qui se défendent, souvent, c'est des associations de l'environnement. Mm. Et eux, ils OK. défendent surtout les terres agricoles parce que c'est vraiment un scandale ce qu'ils font. Parce qu'ils iraient encore sur la garrigue. On dirait, bon, ils vont sur la garrigue. Certes, c'est pas bien, mais ils vont sur la garrigue. Mais là, ils vont carrément sur des terres agricoles. Par exemple, vous avez dans le 95, ce sont des terres maraîchères qui font 3 récoltes par an. C'est des terres maraîchères qui ont nourri Paris. Parce qu'il pleut, parce que c'est propice, c'est très comment. Et là, ils ont gagné parce que Auchan voulait faire avec un promoteur chinois, il voulait faire un centre commercial de 250 000 mètres carrés. À l'intérieur, il faisait des pistes de ski. Vous imaginez en plein été faire des pistes de ski dans un centre commercial. Ça, ils ont réussi à faire annuler ce projet.
Et on pensait que ça soit Mme Pécresse, hein, puisque c'est elle qui a donné les autorisations, que ça soit tous les responsables politiques qui se sont dit, mais non, on va se préserver ces terres agricoles, surtout avec les difficultés qu'on a sur la sécheresse, le climat et tout. Eh bien non, ils ont supprimé le projet commercial, mais maintenant ils sont en train de mettre un projet, comment ils appellent ça? Ils vont faire des formations, des centres de formation. Donc ils ont toujours le projet de bétonner ces terres agricoles. Donc ils sont viscéralement, c'est vraiment pas des humains. Parce que les terres agricoles, c'est ce qu'on a de plus cher. Et une fois qu'elles sont bétonnées, elles sont irrécupérables. Ces terres, on ne pourra jamais les récupérer. Donc, avec tous les collectifs, parce qu'on a un gros collectif sur Toulouse, on a un gros collectif dans le 95, on a un gros collectif dans le 45. Le 45, c'était sur des terres humides. L'eau, avec la carotte, l'eau était à 60 centimètres. Même pas moins. Même pas 40 centimètres d'eau, il y avait la nappe de- phréatique. Et je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Donc, on a créé un gros collectif qui s'appelle Déterre pas d'hyper. Et là, vraiment, on avait vraiment les gros dossiers qui voulaient s'implanter sur la France. Alors, les projets, il y a des projets qui ont été, ils ont réussi sur toute la longueur, ils ont réussi à faire modifier le PLU, ils ont réussi toutes les procédures, il y a des projets qui ont été enterrés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le projet de l'implanter ailleurs, mais au moins, ceux qui se sont battus n'est pas sur les terres ont été sauvées, parce que c'est ça le principal, c'est que des terres agricoles ont été sauvées, ce qu'on n'arrive pas avec Amazon, hein, parce qu'Amazon il continue le truc, mais avec le BIS, comment ça s'appelle, le commercial et l'environnement, on y arrive. Mais étant donné qu'Amazon ne dépose pas de projet, c'est des entrepôts et qu'il n'y a pas de projet commercial, on n'a pas de moyen d'attaquer. Donc voilà, donc on a créé des terres padipères. Alors, dans la partie commerciale de ces gros projets, bah, c'est toujours les mêmes magouilles qu'on rencontre, hein, c'est des fraudes, voilà, puisque c'est la même stratégie des promoteurs, donc ils savent comment faire. Et donc, ça, c'est le même processus. Par contre, au niveau des terres, ben, ce n'est pas toujours la même chose, puisqu'il y en a, ils sont obligés ils sont contre le maire, contre le PLU, après, ils sont sur d'autres, c'est des zones, c'est plus complexe par rapport à l'environnement. Ah, bon, on n'a pas fini d'être surpris. William, tu avais une question, il me semble. Oui, ben, une question. On a parlé de la communauté locale, maintenant le grand public. Comment est-ce que votre association sensibilise-t-elle le grand public aux enjeux liés à la grande distribution et aux petites entreprises locales? Ben, on avait du mal. Très bonne question, William. Alors avant, c'était parfait. On avait la grande presse nationale. On a eu le Canard enchaîné, le Nouvel Obs, on les a tous eus, hein, tous eus. Après, Donc on réussissait quand on se battait contre la grande distribution. C'était l'applaudissement, c'est le petit pousset qui se battait contre la grande distribution. Mais maintenant qu'on dénonce les magouilles des élus, ça passe un peu moins. C'est un peu plus compliqué et beaucoup plus difficile. Mais heureusement, bon, nous, on a des vidéos, hein, depuis 15 ans, hein, puisqu'on a fait les premières émissions d'Élise Lucet. Donc, c'était pièce à conviction. Alors, vous voyez, c'est des émissions. Je la vois vieillir comme nous vieillissons. ouais, quand on la voit, on se voit vieillir. On se voit Voilà, vieillir on de dit, la même manière. la bouteille. Donc, on a fait les premières émissions d'Élise Lucet. On a fait pas mal des presses. On a combien de classeurs de presse? Je ne sais plus combien de presse. On a eu de la presse. Mais là, depuis les annonceurs, les annonceurs ont pris la presse, ont acheté les journaux et toute la presse, on est bâillonnés, hein. Donc, on a la chance quand même, on a des gens qui nous aident à faire des conférences. On a fait une grosse conférence au mois d'avril 2018, c'est 2018, hein, avec Nexus. Alors là, c'était ce qui nous permet en faisant des vidéos, c'est comme vous, si vous faites une vidéo, ça nous permet d'avoir des points sur lesquels après on peut s'appuyer, on peut comment dire, rebondir sur des expressions. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, ben, c'est qu'on fait des conférences et grâce à la technologie, on va remercier la technologie, on peut faire des visioconférences.
Jusqu'à temps, qu'ils vont nous permettre de faire des visioconférences, on verra bien, hein. Mais elle reste encore concentrée, c'est-à-dire on est sur un public qui est éveillé sur ces thèmes. Parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent aux magouilles de la grande distribution. C'est un peu plus, comment dire, c'est particulier quand C'est plus même, le hein. particulier que le commerçant. Voilà. Donc après, ben, la meilleure sensibilisation, c'est la communication des médias, hein. Alors forcément, quand vous distribuez un tract, que vous êtes farci une journée de distribution de tract, et puis après, si vous avez une presse qui va distribuer, qui va publier sur tout le département, ben, ça va 2 fois plus vite quand même, hein. C'est certain. Donc on remercie la presse qui ose encore faire des articles sur ce qu'on dénonce. Donc, simultanément, et surtout sur les conséquences. Oui, voilà. Alors, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui quand même, ce qui est plus sensibilisé sur les histoires de la grande distribution, c'est la partie environnementale quand même, hein, puisque quand on le voit qu'ils détruisent des terres agricoles et tout, il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a SOS Mer aussi, que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans les... Comment ça s'appelle? Dans les organisations. Il y a SOS Mer aussi qui se bat sur la préservation et la résilience alimentaire, hein, qu'il faut surveiller tout ce qu'on peut garder pour pouvoir avoir de l'alimentation proche de chez nous, hein. Donc, l'environnemental. Alors, sur l'environnement, ben, les gens maintenant, ils voient bien la dégradation des centres-villes, hein. Il faut savoir qu'il y a plus de 20 000 communes qui n'ont plus un seul commerce en France. 20 000 communes, c'est pas rien quand même, hein. Donc, on s'aperçoit que là, les gens, on dit qu'il y a un désert médical, mais il y a aussi un désert commercial. Il y a des gens, ils sont obligés de faire 15 kilomètres pour aller acheter du pain. Tout ça parce que le maire voisin a favorisé la grande distribution. Donc, les consommateurs et les citoyens deviennent plus sensibles à la dégradation de leur environnement urbain, agricole et tout ça, plus que le consommateur, hein, que le commerçant, pardon, hein. Donc, c'est le consommateur et le citoyen qui est plus sensible que le commerçant. Le commerçant est toujours la tête dans le guidon, les charges, l'électricité, tout ce qu'on lui fout sur sa Et tronche. le manque de chiffre d'affaires. Voilà. Voilà, donc le consommateur, il se rend compte qu'il a un manque de commerce de proximité, hein, qui couvrait les besoins quotidiens donc maintenant on les oblige, les gens qui habitent en campagne, on les oblige à prendre la voiture. Donc il y a un surcoût avec le coût de l'essence, le temps pour faire les trajets, hein, parce qu'il faut quand même y aller, dégradation de la sécurité des quartiers, hein, on l'a dit aussi, à partir du moment où il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus de vigilance, hein. Et surtout, ils comprennent maintenant comment on les manipule, parce qu'avant, ils ne pensaient jamais qu'un maire était capable de faire ce qu'il fait. C'est Bien ça, souvent, bien souvent. la désillusion des politiques. Alors moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans les sondages, on vous dit, mais c'est l'élu local qui est encore le préféré des trucs. Eh ben, nous, Parce qu'on a besoin de lui. quand on a vu ce que font les élus locaux envers les commerçants, ben, je peux vous assurer que pour nous, ce n'est pas l'élu préféré, hein. Mais il n'en est pas moins vrai que quand on va dans les villages, on allait dans les villages, beaucoup nous disaient, mais notre maire ne le fera pas. Jamais, jamais il aurait pensé, jamais ils disent même, quand on les rencontre encore, mais jamais on aurait pensé qu'ils nous le fassent, parce qu'ils étaient en rapport avec eux. Parce que les maires, c'est pour ça que on préfère les maires. Ils sont proches des gens, les maires. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas possible. Et il annonce comme à une de nos adhérentes là, dans le À l'Espignan. à l'Espignan, la femme, elle tombe des nues. Et après, le mec, il lui dit, mais madame, on fera comme ça, point à la ligne. Et puis, si vous êtes pas, si vous coulez, il ose le dire. Si vous coulez, eh bien, écoutez, vous allez pouvoir aller travailler dans la grande distribution. Voilà la réponse. C'est deux tartes dans la figure qu'il veut. C'est deux tartes qu'il lui faut, là. On a des commerçants, avant de s'implanter dans un village, ils vont voir le maire et ils leur disent, mais est-ce que vous avez un projet? Parce que sinon, moi, j'achète pas le fonds de commerce, hein, si le mec a un projet. Il lui dit oui, et puis le permis de construire était à l'étude. Pire, il le marque, excusez-moi de le dire, parce que ça, je ne peux pas l'accepter. Il le marque dans le, comment ça s'appelle? Dans le conseil municipal. D'accord. Et si elle coule, eh bien, elle pourra aller. Elle pourra aller travailler dans attendez, le supermarché. Il est comment celui-là? Il n'est pas démocrate déjà. Oui. Bon. Ouais. Le constat est amer. On va le dire Après, comme ça.
Surtout pour la commerçante. Oui, Non, mais même pour, Bon, ben après, pour la morale, je la crois que démocratie, la oui, République oui. et tout. Ah C'est ouais. ça qu'il faut se Mm, désoler. Bon, mm. merci Martine Lecoq pour cette réponse. Gérard, tu avais également une question. Oui, si on a encore un peu de temps, parce que on va plus avoir beaucoup de temps, je vais vite la poser. Martine et Claude, pouvez-vous partager des exemples de réalisations ou de victoires que votre association a obtenues dans la protection des petits commerçants? Alors oui, on a gagné des gros projets. On a gagné contre des gros projets. Donc là, forcément, à ce moment-là, on s'est dit, ça y est, on va un peu, on va pas révolutionner, mais on va aider les commerçants à s'en sortir et tout ça. et contre un maire principalement Oui. d'ailleurs, à Donc Crans. voilà. Alors, je vais vous citer des victoires. On en a eu un paquet, hein, faut pas dire. Mais je vais vous en citer quelques-uns parce que ceux-là, ils sont vraiment significatifs. Alors, le maire à Grance, le maire sur le foin de Crau, où on voit, c'est le foin que Et exporté. qu'on cultive, ou on peut Ouais. dire cultiver, je ne sais pas comment on dit, mais qui est réservé aux chevaux pour les Une haras. partie, C'est une partie, c'est un foin de très bonne qualité, c'est un foin AOC. Pas au Maroc, beaucoup. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'a décidé le maire? C'est de mettre un carrefour, naturellement. Alors, quand on connaît la zone du foin de Crau, si les gens la connaissent, il faut savoir que ça s'irrigue, comment dire, on Par asperge, l'eau, par voilà, l'eau on inonde de la le champ, Durance. on inonde le champ, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux, on inonde un champ, on attend que l'eau s'écoule et après, on inonde le champ d'à côté. Voilà, ça marche comme ça par cascade. Et la nappe phréatique, c'est pareil, là encore, la nappe phréatique, elle est à 60 centimètres. Mais il faut savoir que sur la commune, à cet Il y a endroit-là, 236. il y a 236 familles qui ne vivent que de la nappe phréatique. Et eux, ils avaient décidé, et il n'y avait pas du tout il n'y a pas du tout de, comment ça s'appelle, d'assainissement. Donc, il n'y a pas l'eau n'arrive pas dans ces familles, comment, Dans l'écoulement, il n'y a pas il n'y a d'écoulement pas pour d'écoulement de l'eau comme ça. l'eau usée. Donc, il a décidé, le maire, d'aller implanter une grande surface sur cette. Mais le pire, c'est qu'il y avait en plus une partie du terrain qui était en zone Natura 2000. Donc, le foin de Crau a dégagé, la zone Natura 2000, un tiers de la zone Natura 2000 a dégagé. Fort heureusement, en CNAC, on a réussi à le faire annuler, parce qu'il a quand même été voté par tous les membres de la CDAC de Marseille, quand même. Hein. Faut quand même pas exagérer. Ouais. On avait le maire, le département, la région, pas la CCI, je crois pas. Mais enfin, ils étaient tous d'accord hein, pour foutre en l'air cette zone. Hein. Ça, ils étaient tous complices. Tous les élus, les ENA. Donc, on a réussi à faire annuler ce projet, Carrefour, une fois. Il revient une deuxième fois. Et après, c'est Casino qui revient. 3 fois, on a fait annuler le projet sur ce foin de Crau. Et enfin, quand même, l'association de l'environnement, à force de manifester, de gueuler, de faire tout ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à faire changer le plan local d'urbanisme pour que ça devienne une zone agricole. Là, c'était quand même une belle réussite. On sait que ça, cette partie-là, à moins qu'ils redeviennent fous, hein, bon, enfin. Après, Non, l'anecdote quand même sur ce maire, ah oui, il a dit il s'était promis de refaire un second mandat pour nous mettre en short. Ah, Ah oui, 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 oui. Il a même écrit dans son C'est journal écrit dans le communal. journal communal. Alors, vous voyez que comment on peut appeler ça? Vraiment, je sais pas, l'obsession, la démence peut-être. Oui. Alors, Leclerc, la chapelle Saint-Mémin, ça c'est dans le 45. Alors là, c'était un bâtiment de 12 000 mètres carrés, mais ce n'était pas sur une zone agricole. Il voulait s'implanter sur une fiche industrielle. C'était un laitier, je ne me rappelle plus l'actol, ou je sais plus que. Bon, c'était sur une friche industrielle. Donc, c'était moindre par rapport à l'environnement. Mais là, c'est pareil. Les maires, les élus de l'opposition, ils nous ont donné un grand coup de main. Ils ont viré le maire. Alors, le maire, il a été liquidé. Et après, ils ont classé la zone pour faire des logements sociaux. Alors là, encore, rebelote, c'est un projet qui ne reviendra pas. Le Leclerc-Genet dans le 69. Alors lui, c'est pareil. On a fait refuser le projet 2 fois.
Mais lui, il demandait d'étendre son hypermarché, mais il faut savoir qu'il exploitait aussi 2000 mètres carrés de surface illicite. D'accord. Alors là, on a réussi à ce que le préfet fasse fermer les surfaces illicites. Je Alors là, c'était rajouterais, une double victoire. je vais rajouter une chose, c'est qu'il avait un second magasin qui était pareil, qui avait 2000 mètres carrés de surface illicite. Et pendant on Pendant qu'on faisait traitait, cette procédure-là, il a régularisé il s'est l'autre. dépêché de... Alors, mais le problème, c'est que pour nous, les citoyens, quand ils régularisent, nos élus ne réclament pas Les les pénalités. pénalités. D'accord. Mais Ok. là, comment? Ok, ok. Donc, ils ne réclament Voilà. pas les pénalités. Ouais. Voilà. Donc, à chaque fois que nous gagnons, alors une fois qu'on a gagné toutes ces procédures, la grande distribution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir les députés, ils sont allés voir le gouvernement, l'administration, et sous la pression des lobbies et des maires, ils ont encore modifié les critères d'appréciation pour autoriser les projets et surtout empêcher la progression de notre association, parce que c'était ça aussi. C'est nous empêcher de progresser pour défendre les commerçants et les artisans et leurs droits fondamentaux. Ok. Et donc, à l'inverse de la question de Gérard, je vais vous demander quels sont vos principaux défis et obstacles auxquels vous avez dû faire face. J'imagine qu'ils ont dû être nombreux. Oui. Alors nous, notre principal défi, on n'a pas changé d'un iota depuis que C'est l'administration. l'association est créée, c'est que la reconnaissance des droits fondamentaux qui n'existe pas depuis 1970. Il faut savoir que depuis la signature en 1950 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la France n'a jamais transposé dans ses textes pour les commerçants artisans le droit à un procès équitable, puisqu'on n'a pas le droit de dénoncer que les permis sont frauduleux, et droit à un recours effectif contre les abus de pouvoir des maires. Ça fait 70 ans qu'on le réclame. Alors là, c'est même plus un défi, je pourrais dire que c'est, comment on appelle quelque chose c'est pas inaccessible, mais Votre Everest. oui, voilà, c'est ça. Je cherchais exactement. Oui, on l'a remonté plusieurs fois. Le défi, c'est Et, l'administration aussi. et Parce que- l'obstacle, l'obstacle, c'est toujours pareil, hein. La République, la République est indivisible, mais toute la réglementation de l'urbanisme commercial, les implantations depuis 1969, que nos délégataires de pouvoir, avec la complicité des élus, des gouvernements, des ministres et de l'administration et de la justice, ont divisé la société en deux, hein. Donc je redis et je le répète parce qu'il faut que les gens ils arrivent à l'assimiler, ça. D'un côté, les tricheurs, les menteurs, les prédateurs des grandes surfaces peuvent s'implanter en violant la loi en toute impunité grâce à la complicité, à leurs complices en bande organisée. Et de l'autre, les victimes, aucun droit de recours à un procès équitable contre les permis frauduleux, aucun droit de recours effectif contre les abus de pouvoir des élus locaux qui détruisent les travailleurs indépendants pour les dépouiller, piller leurs richesses par les tribunaux de commerce, parce qu'aussi, ils ne peuvent faire ça qu'avec la complicité de la justice des tribunaux de commerce. Donc, faire disparaître notre richesse locale et nationale, son savoir-faire traditionnel, son industrie touristique et conviviale, qui est tant aimée par les visiteurs du monde entier. Voilà où ils en sont. C'est de détruire tout ça. Ok. Dramatique. Gérard, il me semble que Oui, tu avais une question aussi. oui. Alors, la question, elle est simple. Mais avant de poser la question et d'être assez rapide là-dessus pour le peu de temps qui nous reste, en ce qui me concerne, je dirais chapeau bas à vous deux, Martine et Claude, pour Ouais. votre combat, qui est un véritable combat pour la justice et la démocratie. Et avant de poser ma question, qui sera simple, nous vous soutenons, Martine et Claude, dans votre combat, qui est un combat pour la vérité, la justice et la démocratie, mais vous venez de nous révéler un véritable scandale de corruption politique atteignant même le gouvernement. Donc ma question, elle est simple. Envisagez-vous d'autres actions dans un futur proche en cas d'échec du moratoire? Cela fait suite à ma question du début. Et merci pour votre réponse. Oui, merci Gérard. D'abord, faut qu'on ait la santé. Oui,
Non, alors, Parce le que, moratoire, l'échec du moratoire. Alors, je vais tout de suite évacuer l'histoire de l'échec du moratoire. Ça fait 6 ans qu'on le réclame, 6 ans qu'ils nous le refusent. Le gouvernement nous a refusé le moratoire, hein. Il faut savoir que les ministres qui ont refusé le moratoire, c'était Monsieur Mézard et Madame Gouraud. Ah oui. Aujourd'hui, ils sont tous les deux au Conseil constitutionnel. Donc, il ne faut pas rêver que le moratoire, c'est pire que l'Everest. Je crois que c'est marcher sur la Lune. Donc, c'est marcher sur la Lune. Le- tant qu'on aura Monsieur Macron, enfin, Monsieur Macron, s'il ne se réveille pas, tant qu'on aura ces gens-là, il ne faut pas rêver, on souhaite le moratoire pour retrouver de l'équilibre, l'équité et retrouver un état de droit. Mais ça, je ne pense pas que c'est avec lui qu'on l'obtiendra. Et deuxièmement, eh bien, on est dans ce qu'on est en train de faire avec vous, hein, c'est qu'il faut l'opération. d'abord profiter de la loi de finances de 2024, parce que la loi de finances 2024, elle est claire quand même, hein. Dans la commission, les rapporteurs de la loi de finances, ils doivent quand même vérifier les comptes publics, ils doivent vérifier. Donc, il faut quand même qu'ils sachent qu'on ne peut pas appliquer les sanctions à la grande distribution. Donc, c'est un manquement grave. Avec nos courriers, on veut remettre la responsabilité des députés parce qu'ils sont tous au courant qu'on ne peut pas contrôler les surfaces illicites, on ne peut pas faire appliquer les actions pénales. Et tout cet argent, alors nous, on a chiffré à 418 milliards parce que c'est le montant de toutes les infractions qu'on a dénoncées et qu'on a fait le calcul depuis combien d'années ces surfaces illicites perdurent. Il faut savoir que depuis qu'on a arrêté notre chiffre, ben, étant donné que la loi n'est toujours pas appliquée, ce montant, il se multiplie. En plus, c'est un montant qu'on a calculé dans la région PACA. Donc, automatiquement, si on le calculait à l'échelon de la France, il serait encore beaucoup plus important. Donc, nous, c'est simple, hein. Nous, on se base sur le règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement de l'Assemblée nationale, il dit le contrôle de l'application des lois, par principe, relève des commissions permanentes. La complicité croissante des lois les rend de plus en plus tributaires des textes réglementaires d'application. Les députés suivent donc avec attention l'application des lois qu'ils votent afin d'éviter notamment que le défaut de publication des textes d'application fasse échec à la loi. D'accord ? Depuis 1990, le rapporteur général de la Commission des finances procède à l'examen de l'état d'application des dispositions fiscales des lois examinées par la Commission, c'est-à-dire non pas celle de la loi de finances, mais de toutes les autres lois d'ordre, en plus des dispositions d'ordre économique et financier. Parce que quand on ruine les commerçants, où va tout cet argent qui a été volé des commerçants et des artisans? Un rapport sur la mise en application de celle-là doit être présenté à la commission compétente. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictés pour la mise en œuvre de la dite loi. Comment les députés ne peuvent pas s'intéresser à la circulaire du 3 mai 2017 qui annihile les lois? C'est de la responsabilité des députés. Ils font comme si qu'ils avaient des œillères, des trucs, ils ne voient rien, ou ils ont les doigts comme ça. D'accord? Donc, c'est ça. Notre opération, c'est on veut déclencher auprès du citoyen et des nouveaux responsables politiques qui veulent reprendre la main pour recréer un état de droit, de revenir à une république indivisible, c'est-à-dire que la loi, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas d'un côté les fraudeurs, les tricheurs, les menteurs, les prédateurs, et d'un côté le peuple qui souffre et qui supporte toutes leurs magouilles. Parce que quand vous avez des gens qui sont complètement ruinés, quand vous avez des propriétaires de fonds de commerce qui ont eu des fois, ils n'ont que ça pour vivre aussi derrière leur retraite. Ils ont des retraites minables, ils ont un fonds de commerce qui ne leur apporte plus de revenus. Mais c'est des gens qui ne se soignent plus, c'est des gens qui se nourrissent mal, c'est des gens, mais on est en train de créer un déclassement. Moi, je ne parle pas du déclassement racisme ou n'importe quoi. Moi, je parle d'un déclassement social gravissime mais de toute manière, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que toutes ces personnes âgées
on disparaisse et qu'ils fassent leur vie comme ils l'entendent. Eh bien non, nous, les vieux, on a tout vu, on le dénonce, on continue et j'espère que beaucoup de jeunes vont nous rejoindre, des jeunes dynamiques comme vous qui ont envie de retrouver un état de droit. Parce que sans un état de droit, vous pourrez faire toutes les lois que vous voulez. Si d'un côté, il y en a qui s'assoient sur les lois, avec des complices en bande organisée jusqu'à la justice, ça va du gouvernement, l'administration, la justice, ce n'est plus possible. Donc, merci pour cette émission. J'espère qu'elle va être vue et que vous allez en faire un bon usage. Et l'objectif, c'est 2000 lettres aux députés. Voilà, il faut pas lâcher. faut pas les lâcher.